pour habitant Limoges, étant né à Limoges, n'ayant jamais quitté Limoges sauf 4 ans à Paris, venir à Soissons parler de Clovis à des Soissonnais qui sont alimentés et biberonnés à Clovis depuis qu'ils sont petits. Vous avez ici quelques représentations iconographiques. Vous en connaissez un certain nombre, elles sont classiques, on les trouve reproduites un peu partout dans les livres d'histoire, y compris la petite gravure à droite dans le livre d'histoire. Pour les plus anciens de mon âge, dans nos livres d'histoire à l'école, on avait ça. Et quand on parle de Clovis, de qui et de quoi parle-t-on? Clovis n'est pas apparu de façon spontanée un beau jour quelque part. Il a forcément une raison d'exister. Et il a eu des parents, il a eu des grands-parents, des arrière-grands-parents, comme tout le monde. Quel était l'état de la Gaule à cette époque? L'état de la Gaule était une province romaine, divisée en nombre de secteurs, et celui qui nous intéresse, c'est celui-là, voilà, que les Romains appelaient la Belgique seconde. Toutes les autres parties étaient divisées, il y avait la Lyonnaise jusqu'à la Lyonnaise quatrième, et ainsi de suite. Toutes les régions étaient divisées. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est cette Belgique seconde que vous avez sous les yeux. Quel était l'état de l'Empire romain à cette époque? Un petit panégyrique sur 100 ans. 395, c'est la mort de Théodose Ier. Conjointement, c'est un hasard, c'est la naissance d'Attila. Théodose Ier, empereur, dernier empereur qui était empereur unique. À la mort de Théodose, il va couper le royaume en deux. Son fils Actarius sera nommé empereur de l'Empire romain d'Orient à Constantinople, et son deuxième fils Honorius sera nommé empereur romain d'Occident à Rome. Petit à petit, on ne va pas en faire le détail, petit à petit, le siège de l'Empire romain d'Occident sera déplacé à Milan et il finira à Ravenne, où à la fin il n'y aura plus qu'un exarchat, mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. 410, on a tout ça en tête, pillage de Rome par les Visigoths. À la tête des Visigoths, il y avait un roi qui s'appelait Alaric Ier. Pour ceux qui connaissent un peu le midi de la France, quand on va sur l'autoroute qui va vers l'Espagne, on a la montagne d'Alaric. Il serait, pour les conditionnels qui veulent, il serait enterré là-bas. Ils sont présents avec, pour les chercheurs de trésors, allez-y. 413, création du royaume des Burgondes en Lyonnaise. C'est-à-dire que les Romains sont déjà chassés de la Gaule. La Lyonnaise, la Lyonnaise, pour les Burgondes, c'est toute la vallée du Rhône, jusqu'une partie d'Auvergne, jusqu'une partie de la Savoie. C'est très large, on va voir tout à l'heure. 414, création du royaume wisigoth d'Aquitaine. C'est-à-dire que ces masses de ce qu'on appelait, de ce que les Romains appelaient les barbares, c'est-à-dire parce qu'ils parlent ni latin, ce qui est faux, on va voir, ni grec, c'est des barbares, et ils sont poussés eux-mêmes par d'autres barbares venus des steppes d'Orient, dont fera partie Attila, qui est né et qui fait partie de ces tribus qui viennent des steppes de l'Asie centrale, et qui elles aussi avancent, donc elles poussent les autres, qui vont traverser la forêt charbonnière, qui vont traverser le Danube, le Rhin, etc. 430-435, création du royaume des Francs en Flandre et dans la vallée de la Somme. 451, guerre des champs cataloniques. Les champs cataloniques, c'est à côté de Troyes. C'est Attila qui s'oppose à une coalition de Francs et qui va être battu et refoulé vers l'Italie. 466, naissance de Clovis. Donc Clovis naît dans un univers géographique et politique extrêmement perturbé. Et 476, chute du dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustule. Il avait 11 ans. Il est déposé par Odoacre, qui est un roi wisigoth, qui va s'emparer d'Italie. Et Romulus Augustule avait été mis en place par Oreste, lequel Oreste était le secrétaire d'Attila, lequel Attila fonctionnait comme un général romain. On présente toujours Attila comme un chevelu qui venait. Il avait titre de général romain. J'ai dit que Clovis, il n'était pas venu spontanément sur Terre. Là où vous voyez des pointillés, c'est ce qui est très incertain. Il aurait comme arrière-arrière-grand-père
un dénommé Clodion le Chevelu. Le chevelu parce que la chevelure longue des Francs était le signe de la royauté. Et plusieurs fois dans l'histoire des rois mérovingiens, certains rois qu'on a destitués, pour montrer qu'ils étaient destitués, on leur coupait les cheveux. C'était la tonsure, c'était l'injure ultime. Mérové, on n'a rien sur lui. Très peu de choses, quasiment rien. Ce qui fait que les historiens se disputent. Moi, en tant que romancier, j'ai fait un choix. Mais les historiens se disputent. Il y a 3 hypothèses. Ou Mérové est bien le fils de Clodion le Chevelu et le père de Childéric, Childéric étant le père de Clovis. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, Mérové serait un oncle de Clovis par sa mère, du côté de sa mère. Troisième hypothèse, Mérové n'a jamais existé. Il s'agirait simplement d'une partie des Francs, d'une tribu franque qui s'appelait les Mérovégii, qui aurait donné le nom à la dynastie des Mérovingiens. Et il n'y a aucune certitude aujourd'hui sur la position et la réalité et la nature des liens qui unissaient Mérové et Clovis. L'intérêt du romancier et l'avantage du romancier, c'est que tout en essayant de respecter tout ce qu'on sait d'historique, sur des espaces comme ça, on fait des choix parfaitement contestables, je suis d'accord avec vous. Donc supposons que Mérové soit le grand-père de Clovis, Childéric, fils de Mérové, épouse Basine. Vous lirez, si vous achetez le livre, le roman, comment. Je pourrais vous dire 1 heure sur les histoires entre Childéric et Basine. C'est un véritable roman. Il épouse Basine, qui vient de Thuringe, c'est-à-dire d'une partie de l'Allemagne, et avec Childéric, il aura, avec Basine et Childéric, auront 3 filles, Odoflède, Lentille, Laboflède, on en dira un mot tout à l'heure, Clovis. Clovis va se marier une première fois avec une femme dont on ne connaît pas le nom. Donc j'ai choisi un nom qui se pratiquait à l'époque. Je l'ai baptisé Éochilde. Vous pouvez me dire qu'elle s'appelle Bertrude. Ça vous fait plaisir, il n'y a aucun problème. On ne connaît pas son nom, elle est citée. Point. Et avec Éochilde, il aura un premier fils, Thierry. Là. Vous remarquez qu'il y a une parenté probable entre Clovis, Childéric, Sigebert, roi des Francs rhénans, donc qui sont restés du côté de Cologne, pour faire simple, et Thierry, fils. Et Clovis va épouser Clotilde. Là encore, je vous le résumerai, mais il y aurait quoi en faire un film à soi seul. Comment il a trouvé Clotilde, comment il l'a rapatriée et comment il l'a épousée. Et les conséquences que ça a eu, parce que ça a eu des conséquences. Et avec Clotilde, il a eu 5 enfants. Ingomère, Clodebire, Childebert, Clotaire, Clotilde. Pourquoi j'ai mis Clotaire en rouge? Parce que c'est celui qui succédera à Clovis par la suite. En bas, une petite illustration de toutes les appellations de Clovis que vous pouvez trouver dans les différents livres d'histoire que vous avez sous la main, que vous trouvez en archive, dans les différentes bibliothèques. Ludwig, alors c'est des prononciations très gutturales, ce sont des langues nordiques, c'est du haut-allemand, on appelle ça aujourd'hui du haut-allemand, du vieil allemand. Donc c'est Ludwig, 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 chose qui est parfaitement imprononçable, un peu comme l'arabe pour nous aujourd'hui. C'est extrêmement compliqué de parler l'arabe, parce que c'est très guttural, c'est très profond. Les latins ne pouvaient pas, les romains, c'était pas possible. Donc le nom, petit à petit, a varié, est devenu Ludovicus, Ludovic, Clovis, et enfin Louis, Clovis, théoriquement, c'est Louis Ier. Donc, il faudrait décaler toute la dynastie, Louis XV, Louis XIV et Louis XV, Louis XV et Louis XVI, c'est impensable. Mais Clovis, c'est notre premier Louis. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ça, il a été jeune, hein, c'est un gamin. Le problème, c'est qu'il ne jouait pas avec des Legos, il jouait avec des armes. Parce que les enfants, à l'époque, on les élevait avec des armes. Où est-il né? Là aussi, débat. Il est vraisemblable qu'il soit né à Orléans parce qu'à cette époque-là, Childéric était autour de Paris. Pourquoi il était autour de Paris? Parce que Geneviève, future sainte Geneviève, patronne de Paris, qui faisait partie des édiles de Paris, c'était pas une petite bergère qui gardait ses moutons, elle faisait partie de la haute noblesse parisienne à l'époque. Geneviève l'a appelé au secours.
Pourquoi elle a appelé Childéric au secours? Parce qu'ils se connaissaient bien. Ils s'étaient souvent rencontrés, échangés, et elle appelle Childéric, le père de Clovis, au secours, parce que les Visigoths veulent s'emparer de Paris. Les Visigoths, ils ont toute la partie en deçà de la Loire. Donc on est tout le parcours de la Loire, et tout ce qui est au sud de la Loire, jusqu'aux Pyrénées, jusqu'à l'Atlantique, jusqu'à la Méditerranée, c'est le royaume des Visigoths. Donc pendant 10 ans, Childéric va rester autour de Paris pour empêcher les Visigoths de s'emparer de Paris, pour empêcher les Visigoths de passer par la Seine, il va couler ses bateaux, les bateaux des Visigoths. Par contre, il va permettre aux bateaux de Geneviève de sortir de Paris, d'aller chercher du ravitaillement et de rentrer dans Paris. Pour l'élever et l'éduquer, son père. Il est très proche de son père et il semble qu'à chaque fois que son père se déplaçait, il emmenait son fils. Mais c'était un peu la règle générale. On n'avait pas un château dans lequel il y avait des rois. Les cours à l'époque, toute cette époque-là, et bien après jusqu'à nos rois, hein, c'était des cours itinérantes. On se déplaçait avec tout le matériel, les tapisseries, les coffres, etc. Et on transférait la famille avec, les serviteurs, les biens. C'était des cortèges de basse-terme, c'est-à-dire ces grosses charrettes à bois, traînées par des chevaux ou des bœufs, qui se déplaçaient. Donc Childéric était très proche de Clovis. Basile, sa mère, elle a quand même joué un rôle de mère. Mais on ne laissait pas trop les enfants avec les mères parce que ça les ramollissait. Il fallait qu'ils soient avec des guerriers. Parmi les guerriers, il y a eu Villomade. Villomade, c'était le premier confident, le premier ami de Childéric. C'était son espion, son maître de confiance, son ambassadeur, etc. Il aurait même été prisonnier, fait prisonnier par Attila, Childéric, emmené dans le camp d'Attila. A-t-il assassiné Attila? L'interrogation peut se poser. On sait bien que le romancier peut s'amuser avec ça. Ses précepteurs. Childéric était gouverneur de la Belgique seconde. Il était gouverneur nommé par qui? Par l'empereur romain. Ça veut dire qu'il était considéré comme un romain, et il fallait qu'il parle romain. Sinon on ne l'aurait jamais nommé gouverneur d'une province romaine. Donc il est très vraisemblable que Clovis a été élevé par des précepteurs romains, voire grecs, puisqu'à l'époque les deux langues officielles c'était le romain et le grec. Le grec davantage parlé dans l'Empire romain d'Orient et le latin davantage parlé dans l'Empire romain d'Occident. Les fidèles de Childéric, ce qu'on appelle les Antrustiaux, c'est-à-dire ses plus proches fidèles, qui vont lui apprendre le maniement des armes, le combat, le courage, de façon à ce qu'il soit un homme. Et ses amis d'enfance, Aurélien, qui va le suivre toute sa vie. Aurélien pour Clovis, c'est Wiyomade pour Childéric, c'est-à-dire vraiment quasiment un frère. Il va tout lui confier. C'est par Aurélien, on verra, qu'il a pu épouser Clotilde. Et Léonard. Alors Léonard, on en parle un peu. La source principale de nos histoires, c'est Grégoire de Tours. Grégoire de Tours ne parle jamais de Léonard. Mais beaucoup d'écrits apocryphes, après Grégoire de Tours, évoquent Léonard. Léonard, je suis limousin. Léonard, il a vécu dans les forêts à côté de Limoges. Il y a un patelin qui s'appelle Saint-Léonard de Noblard, à 20 km de Limoges. Il y a même des historiens limougeaux qui prétendraient que Léonard n'a jamais existé et que c'est une construction simplement pour générer de la foi, des pèlerinages, etc. Vous imaginez à Limoges que ça fait débat. On dit souvent que c'est des barbares, c'est des ils ont les cheveux longs, ils sont sales, ils crient, etc. C'est le trésor qu'on a trouvé dans la tombe de Childéric, à Tournai, en Belgique, en 1600, à peu près 1653, un peu avant. On a trouvé 80 kilos d'objets de ce style, décorés, des harnais de chevaux, les chevaux enterrés, parce qu'on enterrait les chevaux avec les rois. C'était un trésor fabuleux découvert en 1653. Ces gravures, ces dessins, ces facsimilés ont été faits d'après les dessins qu'ont fait un archéologue de l'époque, du XVIIe siècle. Quand il a vu tout ça, il a tout dessiné. M. Chifflet, il s'appelle. Et en 1665,
comme c'était les Flandres, tourné, ça appartenait aux Habsbourg. Et en 1665, Léopold Ier de Habsbourg va donner tout ce trésor à Louis XIV pour le remercier de l'avoir aidé à battre les Ottomans à la bataille du Saint-Gothard. Jusqu'en 1831, ce trésor reste dans le trésor royal, puis dans le trésor républicain. Il n'est pas détruit par la Révolution. Sauf qu'en 1831, il est volé. Et on n'a jamais rien retrouvé. Tout a dû être fondu, dispersé. On n'a jamais rien retrouvé. On a des facsimilés qui avaient été faits à l'époque, au XVIIe et XVIIIe siècle. Et si vous remarquez, c'est un petit facsimilé qui représente quoi? Une abeille. Et qui est-ce qui a réutilisé les abeilles sur son manteau de couronnement? Napoléon. À la mort de Childéric en 481, Clovis a 466, 480, il a 15 ans. Il devient donc roi, par héritage. C'est la règle des Francs, on ne discute pas. Mais son royaume, c'est le petit carré jaune. C'est ça, à peu de choses près. On est par là, carré jaune, c'est le royaume de Clovis. En bleu, c'est le royaume des Francs. Dans ce royaume des Francs, il y a d'autres rois, notamment Chararic, qui est le roi de Tongres. Dans la partie violette, qui est ce qui reste de l'Empire romain, gouverné par un dénommé Syagrius, on va le revoir, il y a aussi des rois francs qui ont des petits îlots. Il y en a un à Angers, il y en a un au Mans. Donc, Clovis est un roi franc parmi d'autres. À la limite, si les autres avaient été plus audacieux, ils auraient peut-être pris le pouvoir, et on parlerait peut-être aujourd'hui de Chararic ou de... Ah bon, on verra tout à l'heure. Vous voyez en jaune, ce que je vous disais, ce sont les Visigoths. En vert, c'est les Burgondes. Et en rouge, les Alamans. Les Alamans qui vont passer leur temps à se battre avec les Francs. Et ça va durer plusieurs siècles. Ça va être effroyable avec Charles Martel. Ça, c'est une autre histoire. Ça va être effroyable avec Charles Martel. Et ils seront soumis bien après, vraisemblablement par Charlemagne. Il prend ses fonctions, il a 15 ans. Il a 15 ans, c'est pas un problème, il est majeur, la majorité c'est 12 ans. Donc depuis ses 12 ans, il a ses armes, il a des cérémonies, on lui a remis la francisque, l'âge de G, la framée, c'est la grande lance. Il n'y a pas de problème, il peut régner, mais il a 15 ans. Alors j'ai bien entre guillemets, parce que c'est ma façon de le voir. Rémi, tout le monde le connaît, Saint-Rémy, évêque de Reims. Il a un frère, Rémi. Je n'en parle pas là. Il a un frère. Il s'appelle Prince. Et Prince, il est évêque d'où? Il est évêque de Soissons. Donc les deux frères sont côte à côte. Et à eux deux, ils tiennent en main le clergé de ces régions-là. Geneviève, je l'ai évoqué tout à l'heure, très liée avec son père. Elle a vu le petit Clovis grandir. Et elle ne va pas le lâcher. Et Rémi non plus. Dans sa vie, il a 15 ans, dans ses 5 premières années, il n'a pas fait grand-chose. Il a sillonné un peu son petit territoire, il a été voir un peu à droite à gauche ce qui se passait, il a été voir ses cousins, au Mans, à Angers, à Tongres, bon, il prend en main. Il va se marier. Normal, il a 15 ans, 16 ans, 17 ans, il faut se marier. Je vous rappelle que la moyenne d'âge, c'est 30 ans à l'époque. Donc s'il y a 15 ans, ou 16 ans, ou 17 ans, un roi n'a pas de descendance, c'est très inquiétant. D'autant plus qu'il peut mourir à la guerre. Évauchil, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucune certitude sur son nom. Théodoric, si on prend l'appellation de l'époque, c'est un garçon, la dynastie est sauvée, je peux mourir tranquille. Pardon, ce premier drame, son épouse Évauchilde meurt très vite après l'accouchement. Donc Clovis se retrouve seul avec son petit Thierry. Du coup, lui, il va faire autre chose, hein, il va faire la guerre, parce que de toute façon, à cette époque-là, que savaient-ils faire, ces hommes-là? Où ils chassaient, où ils faisaient la guerre. Entre-temps, ils avaient des maîtresses et des enfants. Le vrai problème, il est là. Clovis est administrateur de la Belgique seconde. On le sait d'autant plus qu'il a reçu une lettre, je ne vais pas vous la lire en entier, une lettre de Rémi, évêque de Reims, qui lui dit « Tu prends l'administration de la Belgique seconde. Rien de nouveau, puisque tu es le fils de ton père,
il était gouverneur, tu hérites de ton père, donc tu hérites du gouvernorat. Écoutez bien la suite. Tu devras, c'est écrit noir sur blanc et le document on l'a, c'est pas moi qui l'invente, c'est un document historique. Tu devras respecter les évêques. C'est clair, c'est net. Et en outre, leur demander conseil. Ainsi, si tu es bien en accord avec eux, la providence, ta providence, s'en portera mieux. C'est clair, tu n'as pas intérêt à faire autre chose que ce qu'on va te dire de faire. Et vous allez voir que ça a des incidences importantes. Et il conclut quand même, comme un grand-père à son petit-fils, amuse-toi avec les jeunes, discute avec les anciens, si tu veux régner, montre-toi noble. Et je crois que Clovis a été un roi noble, malgré les horreurs qu'il a faites, on verra. Il est gouverneur de la Belgique seconde. Dans la Belgique seconde, il y a Soissons et une partie de ce qu'on peut appeler l'État romain. L'État romain, il a à sa tête Syagrius, autoproclamé roi de Soissons, roi des Romains en Gaule, selon les ouvrages, pour diverses appellations. Il s'est affranchi, là aussi, c'est un peu compliqué, après l'assassinat de certains empereurs, dont Majorien, il s'est autoproclamé roi des Romains, indépendant, il a fait son État à lui, en Gaule. Le problème, c'est qu'il ne peut pas y avoir deux crocodiles dans un même marigot. Donc Clovis, qui a 20 ans, maintenant, il a dit, ben non, il n'y a pas de problème, il envoie un ambassadeur à Syagrius, et il lui dit, à la façon franque, je te défie, choisis le terrain et l'heure, et on se rencontrera avec nos armées, et que le meilleur gagne. Ça, c'était la façon franque, on défie, on n'attaquait pas en surprise. Donc il défie Syagrius, qui relève le gant, qui dit, ok, retrouve-moi dans les plaines de Soissons, à l'ouest, là où c'est un peu plat, et puis on verra qui est le meilleur. Clovis, il est quand même jeune, il n'a pas encore l'expérience de la guerre. Il va faire appel à Chararic, son cousin de Tongres, en lui disant « J'attaque un gros coup, viens m'aider, je ne suis pas sûr de mes heures, viens m'aider. » Chararic lui dit « Ok, je viens t'aider. » Et c'est la guerre. La guerre printemps 486. Une petite image qui vaut ce qu'elle vaut, on est d'accord, de ce que pouvait être, puisqu'on n'a pas d'image de l'époque, un guerrier franc en ces moments-là. Le sacramax, il a la ceinture, on le sait, l'épée longue, on le sait, le bouclier rond. Quant à l'habit, honnêtement, je ne vois pas bien un guerrier partant au combat en tant que fantassin, parce qu'ils étaient tous fantassins, rares étaient les cavaliers à l'époque, partir au combat avec une toge, qui ressemble plus à une toge qu'on verra tout à fait à la fin, sur le dos de Clovis, quand il a reçu les honneurs de Rome. Enfin, de l'empereur d'Orient. Sacramax Francisque. Donc c'est la guerre. Ils s'affrontent. C'est compliqué. C'est pas gagné. Et Clovis est là, il se dit, bon, ben, Chararic va arriver. Alors Chararic, qu'est-ce qu'il fait? Chararic est très courageux. Vous avez quelques collines autour de chez vous. Donc il va sur une des collines, et il regarde ce qui se passe dans la plaine en bas. Et puis bon, il regarde, ça ne tente pas trop, il fait demi-tour. Et il s'en va. Il a tort. Il a tort. La guerre est gagnée, et on va partager le butin. Vous savez comme moi que la règle chez les Francs, c'est on partage. On met tout en taille, on partage à part égale entre tous les soldats. Il est évident que c'est une image. On n'imagine pas 5, 6 000, 10 000 soldats se partageant une montagne de butin. Ça va se partager entre les chefs, les généraux, ce qui est normal. Et puis après à eux de faire redescendre le partage dans leurs armées, dans leur corps d'armée. Vous connaissez toute l'histoire, je vais être bref. Clovis dit, moi je veux ce vase. Pourquoi il veut ce vase? Parce que le prince était venu le voir avant, parce qu'il l'avait prévenu. Le prince lui a dit, ok, vas-y, Syagrius, on n'en veut plus, nous non plus. Donc, tu as la bénédiction des évêques, on va prêcher dans nos messes que tu peux y aller, que tu es l'envoyé de Dieu, etc. Alors il m'a dit, mais je ne crois pas en Dieu, moi, mais c'est pas grave, on va te dire. Et par contre, il faut absolument que tes soldats ne pillent pas les églises. Respecte nos lieux de culte. Ouais, ok, mais tu sais, les soldats, quand ils sont partis, qu'ils sont chauds, on les tient plus. Oui, mais essaye. Bon. Il leur fait un petit discours pour leur dire, piller, voler, tout ce que vous voulez, pas les églises. Qu'est-ce qui se passe? Ils pillent les églises, bien entendu. Et ils ramènent tout. Et sur le tas, vous imaginez un gros tas, ou peu importe la forme,
un vase. Et Clovis dit, ben, non, ce vase-là, on me l'a recommandé, c'est celui de Prince et que Rémi, son frère, ont offert à l'Église sur leur denier personnel, donc je le prends pour le leur rendre. Et alors là, je les appelle parce que vous avez tout massacré. Et il y a un soldat qui dit, non, non, pas d'accord. Nos règles, c'est on partage tout, donc tu l'auras pas. Et il prend sa hache et paf, il casse le vase. On ne peut pas le casser, c'est un vase en métal. Et on sait que c'est un vase en métal parce qu'on a trouvé un testament de Rémi qui parle d'un vase d'argent que lui a offert, que lui a remis Clovis. Donc c'est à peu près clair. On sait que ce testament est contestable et qu'il est vraisemblablement apocryphe. Mais toujours est-il que ce partage existe. Et un an après, suite de l'histoire, Clovis passe en revue ces soldats, tac, tac, passe, puisqu'on est au champ de mai, au champ de mars, de mai, selon la période, on ne va pas épiloguer. Il passe, et puis il reconnaît le méchant qui lui a cassé son vase. Donc il avance, il se retourne, donc le gars est là, avec son arme, son zoom, tout est nickel, son coup. Clovis donne un coup de pied dans le petit bouclier, et il regarde l'autre et il dit, et c'est avec un bouclier comme ça, sale comme ça par terre, que tu espères mener tes hommes à la victoire. L'autre, il ne peut plus bouger. Si à l'époque, Clovis n'a pas bougé, c'est parce qu'il s'est dit, si je bouge, si je punis tout de suite ce soldat, ça veut dire que je ne respecte pas la loi de nos ancêtres. Je ne peux pas le faire. Donc, je ne bouge pas. Mais, je ne suis pas dans mon gars, je ne vais pas tout dire. Donc le gars, là, il est là, tout le monde est au garde à vous, tous les corps armés, les soldats derrière, il n'y a pas question là qui disent non, c'est toi qui l'as fait tomber. Donc il se baisse. Et voilà, et clac, il lui coupe la tête. Premier cri de Clovis, et malheureusement, c'est pas le dernier. Il assoit sa victoire, il se promène pour prendre un peu toute cette partie violette qu'on a vue, qui était donc ce qu'il vient de gagner, l'État romain, dit de Servilius. Il y a quelques cousins autour. Raniacaire, roi de Cambrai. On lui dit que c'est un débauché et qui mène une vie et qui persécute les évêques, les prêtres, etc. Il va le voir. Il dit, viens là, quand ils sont en face, lors de ses instructions de s'emparer de Raniacaire, de son frère, et il leur coupe la tête tous les deux. 3 crimes. Chararic. Ah, notre Chararic qui est allé voir le haut de la couronne, le dos de la colline, et celui qui s'est reparti chez lui parce qu'il s'est dit non, ça sent. Il n'a pas voulu s'engager Chararic. Il se mettait du côté de Clovis, et c'est Servilius qui gagnait, il perdait tout. Il se mettait du côté de Servilius, et Clovis gagnait, il perdait tout. Donc il n'a pas voulu, il est parti. Donc, qu'est-ce que vous voyez que Clovis a fait? Il l'a remercié de son dévouement en lui coupant la tête, ou en lui transperçant le ventre, comme vous voulez. Quant à Rignomer, roi du Mans, lui, il s'oppose à Clovis. Il refuse de la plupart des villes, on va en voir 2, mais la plupart des villes ont reconnu, pas forcément de bon gré, mais bon, c'est Clovis, il a vaincu l'État romain, il est maître du lieu. On peut rejamber, on peut discuter un peu, mais in fine, on reconnaît son pouvoir. Rigomère, non, je suis roi du Mans, alors tu fais ce que tu veux autour, mais... Donc il va le voir, même cinéma, il le fait attraper, avec son fils, et il leur coupe la tête. Alors si vous comptez bien, ça fait 5 crimes de gauche. Ville rebelle, ça se passe à peu près partout, sauf à Verdun. Verdun, siège de Verdun, Verdun résiste. Verdun dit non, non, on ne veut pas, en fait il résiste. Mais au bout d'un moment, le ciel est tellement bien mené qu'il ne résiste plus, donc ils envoient un vieillard, un clerc, qui sera ensuite nommé évêque, et qui obtient la reddition. On est d'accord, on va trouver les portes, mais tu massacres personne. Et tes équipes, tes soldats ne massacrent personne. Je vous le promets. Je vous laisse imaginer la suite. Paris. Paris, c'est une autre affaire. Paris n'est pas une très grande ville, Paris n'a pas l'importance qu'elle a eue quelques années plus tard, quand Clovis a transféré son siège de Soissons à Paris. Mais c'est un grand carrefour de communication. Il y a des empereurs romains qui y ont résidé, ils ont construit, si vous êtes allé à Paris, il y avait Cluny et le musée de Cluny, c'est les restes des termes romains de l'époque. Mais Paris résiste. Paris n'est pas d'accord pour se laisser faire comme un peu comme Verdun. Sauf que Clovis a un allié dans Paris, c'est Geneviève. Donc Geneviève
et Clovis vont faire le forcing, vont manigancer, vont faire des faux semblants d'attaque autour de Paris que Clovis va venir déloger. Bon, Geneviève va finir par dire au Conseil de Paris, parce qu'elle fait partie du Conseil de Paris, c'est pas une élue, mais c'est une édile, c'est une personne qu'on respecte. Et déjà, de son vivant, tout le monde l'a nommée sainte, la sainte femme de Paris. Donc elle va finir par convaincre qu'il faut recevoir Clovis. Clovis va venir, il va arrêter ce qui était le maire de Paris à l'époque, le maire du palais, il va le faire enfermer, et le pauvre homme aura une fin assez dramatique lui aussi. Et il est content, Clovis. Il dit, punaise, ça marche bien, j'évacue, j'ai tout ce territoire. Bon, la partie des Francs, du côté de la Thuringe en Cologne, c'est Sigebert, c'est mon beau-père, ma première femme. Bon, ça va, les Francs, on se porte pas trop mal, on va y aller. Il y a la Bretagne là-bas, les Visigoths, les Burgondes, pour l'instant c'est un peu gros, il attend. Mais la Bretagne, c'est bien, c'est au bout, j'y vais. La Bretagne, il n'y arrivera pas. Mais aucun de ses fils n'y arrivera. La Bretagne ne sera conquise que bien plus tard. Donc, là, il rencontre Owen le Grand, qui était le roi d'Armorique à l'époque, qui va lui dire, oui, t'es bien, t'as des armes et tout, mais moi j'ai toute la Bretagne derrière moi. Donc si tu veux qu'on se batte, on se va, on va se battre vers Vannes, mais je suis pas sûr que tu gagnes. Et Clovis recule, et il fait un pacte de non-agression avec Owen. Première reculade. Puisque ça ne marche pas en Bretagne, je vais aller tenter le... Voilà, les Visigoths, ils ont quand même un immense territoire, alors que les Burgondes, c'est peut-être un peu plus maîtrisable. Et puis j'ai un allié, quelqu'un qui pourrait m'aider, c'est Théodoric le Grand, qui est devenu depuis, il a chassé Odoacre, il est devenu depuis roi d'Italie, il va pouvoir m'aider. Mais là aussi, Gondebaud, il se défend bien, il a un frère à côté Gisille, ils sont deux, ils ont toute la vallée du Rhône derrière eux, ça ne marche pas, et Clovis recule et fait un pacte de non-agression avec les Burgondes. Ce pacte, il se négocie, il est négocié par qui? Il est négocié par Julien, son conseiller, qu'il envoie chez les Burgondes pour signer ce pacte. Bon, allez, on arrête les frais, tu vas leur dire, on arrête. Et quand il revient, Julien va lui parler d'une certaine jeune fille. Mais pendant ce temps, Rémy, prince, Geneviève, invite évêque de Vienne, Césaire, évêque d'Arles, et son conseil, et bien d'autres évêques, font pression. Ils disent, mais dis donc, Clovis, t'as qu'un fils, tu commences à faire la guerre, si tu te fais percer, c'est ton fils, mais ton fils c'est un gamin, et en plus, s'il meurt, il n'y a plus personne. Et après, ça sera, on perd le royaume des Francs. Donc il faut absolument que tu te maries. Pourquoi les évêques avaient un tel pouvoir à l'époque? Parce que la plupart des grands évêques de cette époque étaient d'anciens édiles romains. Ils sont tous issus de familles sénatoriales, de familles préfectorales romaines. Et quand ils ont senti que l'Empire romain, ça vacillait, et c'était plus franchement une force d'avenir, ils ont décidé d'être évêques. Et comme ça, de garder le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel que leur famille avait avant, en dominant les cités. Donc il y a la pression de son entourage. Et puis donc, il y a les ambassades d'Aurélien qui revient en disant « Il faut que tu te maries, et j'ai trouvé une chouette cocotte. Bon, c'est une Burgonde, on est d'accord. Elle est catholique, on est d'accord. Mais lui, il n'est pas catholique. Mais elle est chouette. Bon, alors, je vous le fais très vite, parce que sinon j'y passe une heure. Aurélien, en secret, parce que Clotilde est prisonnière de son oncle Gondebaud, qui a tué son père et qui la maintient prisonnière. Gondebaud, lui, il est arien. Je vous dirai un mot tout à l'heure de ce que c'est que cet arianisme, qui n'a rien à voir avec celui des nazis. Donc en secret, il y aura échange d'anneaux, etc. Il va falloir, elle est prisonnière de son oncle Gondebaud, le Burgonde, avec qui je suis en pacte de non-agression. Donc il faudra que je l'enlève en secret. Donc on l'enlève. Quand Gondebaud s'en rend compte, il envoie une troupe à sa poursuite. Et Clotilde dit, non, si on continue avec nos bœufs, nos charbiotes, etc., on ne va pas avancer, on va se faire attraper. Donc donne-moi un cheval et je cours. Donc elle prend un cheval pendant que Clovis envoie une escouade pour défendre le cortège et s'affronter aux Burgondes qui lui courent après. Et il la rattrape et il la met en sûreté à Troyes. Et la première rencontre entre Clotilde
et Clovis, c'est grâce à toi. Et là, elle lui dit, moi je veux bien t'épouser, roi des Francs, mais j'ai 3 conditions. Si tu ne les acceptes pas, ça ne va pas être possible. La première, je veux que tu me promettes d'aller massacrer les Burgondes pour venger mes parents qui ont été assassinés odieusement par mon oncle et son frère, Gondebaud et Gaudry. Pour ça, là, il a levé les 2 mains, si c'est massacrer quelqu'un, il faut que je me venge parce qu'ils m'ont fait reculer, j'irai, dès que je peux, je te jure, j'y vais. On verra que ça va pas être si facile. Deuxième promesse, je veux que tu me promettes que nos enfants seront baptisés selon le rite nicéen. Ce qu'aujourd'hui, je vous dis un petit mot, ce qu'aujourd'hui on appelle le rite catholique. Clovis, lui, il croit à ces dieux nordiques. Il y a un deuxième dieu pour baptiser les enfants, pour les protéger, ça ne peut pas leur faire de mal. Ils auront 2 dieux, le mien et le dieu des chrétiens. Va pour baptiser les enfants. Troisième, je veux que tu me promettes que tu te fasses baptiser. Et donc que tu te convertisses. Là, c'est très très compliqué pour Clovis. Il promet quand même, il dit, je promets d'étudier la question, d'écouter ce que tu me diras, d'écouter Geneviève, d'écouter Rémi, mais je ne te promets pas à la fin de me convertir. Les évêques sont présents et ils disent à Clotilde, bon ben ça va, hein, tu t'acceptes. Et le mariage a lieu. À Soissons, vraisemblablement par Prince, évêque de Soissons. Une des multiples images que vous pourrez trouver qui illustrent ce mariage. Ils sont jeunes mariés, et très vite, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de pilule, il n'y avait pas de... Ils ont un premier fils, Ingomar. Et c'est le deuxième drame dans la vie de Clovis. Ingomar est baptisé, et on baptisait les gamins dès la naissance, le lendemain ou le surlendemain, et on les baptisait par immersion complète. On est bien d'accord. Donc vous prenez un petit bébé qui a 2 jours, et vous le plongez dans un baptistère où l'eau n'est pas forcément chauffée. Résultat, une semaine après, Ingomar meurt. Et là, Clovis, sur mon télé aujourd'hui, plate un câble. Et c'est une scène épouvantable entre Clotilde et Clovis. Clovis lui disant que jamais ses dieux n'auraient fait mourir un enfant, mon œil, c'est pas grave, que son dieu ne servait à rien, et vous pouvez imaginer ce qu'on peut déblatérer dans ce cas-là, et il refuse la couche de Clovis pendant un certain temps. On en est là, vous avez compris que ça va se réparer puisqu'il a eu d'autres fils et une fille. Bon, il n'a pas perdu de vue quand même de s'agrandir. Pour l'instant, il n'a rien gagné. 492, il est né en 466, il a déjà un certain âge. Et il n'a rien gagné, il a reculé à chaque fois. Donc il se dit qu'il est temps de faire des alliances. Et le puissant de l'époque, à ce moment-là, c'est Théodoric le Grand qui a conquis l'Italie. De l'Empire romain d'Occident, il ne reste que Ravenne, qui est le siège de l'exarchat. C'est pas grand-chose. Donc, Théodoric le Grand est un personnage important. Il est allié avec les Burgondes. Il a marié une de ses filles avec un roi burgonde, Sigismond. Il est allié avec les Visigoths. Il a marié une autre de ses filles avec un fils d'un roi wisigoth. Donc c'est des alliances importantes. Et Odoflède, Clovis va la marier à Théodoric. Il va écrire à Théodoric en disant t'es allié avec les Burgondes, t'es allié avec les Visigoths, il faut que tu sois lié avec moi. Moi j'ai une sœur, je ne sais pas quoi en faire, je te la donne. Bon, elle est toujours dans la religion de ses ancêtres, et il lui dit maintenant tu vas te convertir, et puis tu vas aller l'épouser. Et elle y va, et elle épouse Théodoric le Grand. C'est une belle alliance, ça aussi. Il a 2 autres sœurs, alors il lui dit, elle lui dit, mais moi je ne veux pas me convertir, je crois en Wotan, en Odin. Il dit, mais c'est pas grave, tu feras semblant, et tu gardes tes, croyances. Oh ben, c'est pas beaucoup à l'époque. Alboflède, sa deuxième sœur, très religieuse, elle est, elle, arienne, et elle ne se mariera pas. Et la troisième sœur, Lontilde, est catholique, elle a déjà basculé, et elle restera à la cour, et ne se mariera pas non plus. Donc voilà l'état de la Gaule en 496. Sigebert en Cologne, toujours à Cologne, avec Antoine Ier des Francs, Clovis, qui s'est emparé de cet état romain, Gibude, roi des Alamans, qui
qui est toujours là, l'arme au pied, mais ça n'a pas duré. Gondebaud et Godégésil, les deux frères qui ont tué les parents de Clotilde, toujours. Donc vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec ce que je vous ai présenté tout à fait au début. Alaric II, avec les Visigoths, qui a y compris une partie de la Provence, et Théodoric, qui a sur les Téléphons. Un peu plus tard, Théodoric va conquérir la partie de la Provence et de la Septimanie sur les Visigoths, lesquels Visigoths la reprendront un peu plus tard. Donc, on en est là. Jusqu'à ce que Sigebert qui est son beau-père, son ex-beau-père, qui est roi de Cologne, va l'appeler au secours, va lui envoyer. Alors, je précise, parce qu'on n'a pas toujours en tête. Quand on lisait nos petits livres d'histoire, quand on était gamin, et Clovis se précipite contre les Allemands. Il se précipite à la vitesse de 30 km par jour. Il ne faut pas perdre de vue que si vous faisiez, je ne sais pas, Limoges-Paris, c'est 300 km, 380, à moins de 10 jours, ce n'était pas faisable quand vous êtes seul à cheval, un peu moins, mais quand vous êtes à tête d'une armée qui travaille des fantassins armés, des chariots qui transportent le ravitaillement, les armes armées, etc., vous ne faites pas plus de 30 km, 40 km par jour. Mais c'était comme ça jusque les affaires napoléoniennes. Hein. C'était 30 à 40 km par jour. Marche forcée, on peut faire 60 km, mais on ne fait pas 10 jours de marche forcée. Donc, Sigebert l'appelle au secours, c'est-à-dire qu'il y a un messager qui va de Tongres à Soissons pour dire à Sigebert, il a besoin de toi, les Allemands veulent s'emparer de Tongres et de toute la partie du royaume des Francs du Nord. Donc, Clovis, il va se mettre en route. Il se dit, chouette, voilà peut-être enfin l'occasion de gagner quelque chose. Il se met en route et il compte sur l'armée de Sigebert de Cologne comme renfort. La bataille est indécise, un des tableaux aussi, multiples représentations, des milliers de morts, c'est un massacre, c'est vraiment un massacre. Les historiens disent qu'on marchait sur les cadavres et que les rivières étaient rouges de sang. Mais cette image-là, on la retrouve plusieurs fois dans l'histoire mérovingienne. Mais elle devait avoir quelque chose de vrai. Et après la première journée de bataille, parce qu'on se bat une journée, on s'arrête la nuit, on se bat le lendemain s'il faut, et ainsi de suite. On ne se bat pas la nuit, on n'y voit rien. Clovis sent qu'il n'a pas forcément gagné la partie, et Sigebert n'est pas là. Sigebert n'est pas arrivé, il est tout seul face au front. Et c'est là que, vous l'imaginez, dans sa tente, dans son camp, en se disant, si je perds là, c'est fini, je suis déshonoré, je n'ai plus aucun espoir de faire quoi que ce soit, je ne serai jamais un grand roi, etc., etc. Et toute la nuit dans cet état, et à un moment donné, il fait le fameux serment de Tolbiac, l'appel au dieu de Clotilde, alors vous l'imaginez, soit à genoux, les bras comme ça, soit à plat ventre, soit comme vous voulez, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de récit. Mais il est là, il dit, Dieu de Clotilde, puisque tu es si puissant, puisque tout le monde croit en toi, si tu me donnes la victoire, je te promets, je me ferai baptiser. Il appelle ses généraux, il leur dit, vous dites à tous les hommes, on abandonne Wotan, leur Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait? Vous dites qu'au lieu de crier Wotan, la victoire ou la mort, vous leur dites de crier Dieu de Clotilde, la victoire ou la mort. C'est ce qui se passe. Et là, miracle. Miracle ou arrivée des renforts de Sigebert? Ou peut-être les deux, ça dépend de votre foi. Vous savez aussi vous croyez au miracle. Il remporte la victoire sur les Allemands. Il est enfin vainqueur. Il rentre, et bien entendu, le serment qu'il a fait se répand. C'est bien que les généraux, les soldats, ils vont tous dire « On a gagné, c'est le dieu Clotilde, il est plus fort. » Alors, se convertir, se faire baptiser, à quoi? Rapidement. Depuis 380 et le code théodosien, tous les peuples doivent se rallier à la foi transmise aux Romains par l'apôtre Pierre, etc. C'est-à-dire la Sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la foi trinitaire qui vient, in fine, du Concile de Nicée. Le Concile de Nicée qui a institué cette notion de Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tous les trois égaux, tous les trois dieux. Mais il y en a qui ne sont pas d'accord. Arius, notamment. Arius, il dit... Alors Arius était un moine, évêque du IVe siècle, qui avait dit, mais non, le Christ, c'est un homme, il est d'une femme, c'est un homme, donc moi, la conception végétale, j'y crois pas, mais il a des pouvoirs divins, c'est sûr. Dieu lui a donné des pouvoirs. C'est l'arianisme. Et c'est à ça que croit la majeure partie des Visigoths, des Ostrogoths, de ces peuples. Les Allemands, eux, ils croient à Wotan.
pourquoi est-ce qu'ils sont nicéens, les Visigoths et les Ostrogoths? Parce que leur religion à eux, c'est Wotan, c'est sa femme Fricka, c'est leur fils Thor et son marteau magique. Parce que vous avez des petits-enfants, Thor et le marteau magique, vous avez déjà entendu parler. C'est trois, le père, la mère et le fils. Et je ne vois pas la différence qu'il peut y avoir avec un dieu, une femme et un fils. Donc le fils, effectivement, comme Thor, la bascule d'une religion à l'autre, elle est assez facile à faire. Ce ne sont pas des théologiens. Hein. La plupart de ces gens-là ne savent ni lire ni écrire. Je vous rappelle que Charlemagne ne savait ni lire ni écrire. Clovis, lui, devait savoir lire et écrire. Lire, certainement. Écrire, on n'a pas d'écriture. Monophysisme, fétichesse. Non, il n'y a qu'une nature de Dieu. Il est Dieu. Le Christ est Dieu. Point. Et le nétarianisme dit, non, non, il est homme et Dieu, mais c'est mélangé. Alors que, selon le Concile nicéen, la Trinité, il est Dieu et homme sans que ces natures se confondent. Vous entendez la finesse de réflexion théologique qu'il faut avoir. Quand il est Dieu, il est Dieu. Quand il est homme, il est homme. Ça veut dire qu'il a vraiment souffert sur la croix. Ça veut dire qu'il a dû se mettre en colère. Ça veut dire qu'il est possible qu'il ait aimé, puisqu'il est homme et Dieu. Et pendant 3 siècles, c'est différent. Et il y en a bien d'autres. Hein. Là aussi, on peut dire, regarde, vont se battre sur la nature du Christ. Ça va aller jusqu'à certains qui vont dire il n'agit que par une seule volonté. Sur quoi les autres vont dire ah non, puisqu'il est Dieu et homme, il a 2 volontés. Une volonté en tant que Dieu et une volonté en tant qu'homme. Là encore, je vous laisse imaginer les débats théologiques qui pouvaient se dérouler dans les conciles que tenaient tous les ans les évêques de cette époque. Pensez bien que les Francs, qui depuis leur enfance construit à Wotan, Thor et Fricka, ils s'y comprennent rien, y compris Clovis. Il ne comprend pas grand-chose. Le problème, c'est qu'il est là. Il a fait une promesse à Clotilde, et il a fait une promesse au Dieu de Clotilde. Donc il va falloir qu'il y aille. Ces promesses, les demandes répétées des évêques, Rémi et Prince et Avit et les autres, qui vont lui dire alors tu vas, il faut te baptiser, maintenant qu'il a promis, il faut le faire. La puissance des évêques et l'isolement à sa religion. En dehors des Alamans, il est le dernier à croire au Dieu nordique. Et les évêques, ça les intéresse. Pourquoi? Parce que dans cet amalgame, cette confusion des concepts théologiques, les Ariens sont des hérétiques. Et l'Église, qu'est-ce qu'elle fait des hérétiques? On les brûle, on les combat. Mais il n'est pas question d'aller discuter et d'aller essayer de convertir les hérétiques. Les hérétiques, on les élimine. Et ce petit roi Clovis, qui apparemment a un petit peu de force, c'est vrai qu'on va, on va s'appuyer sur lui, on va le convertir, et on va lui demander d'aller massacrer les hérétiques visigoths et les hérétiques ostrogoths, et tous les hérétiques qu'il va rencontrer. Et il recevra une lettre de 2 pages après son baptême d'Avit, évêque de Vienne, qui lui donne quasiment un blanc-seing pour aller massacrer tout ce qu'il veut, pourvu que ce soit au nom du Dieu trinitaire. Et il est partagé. Hein. Son Heil, alors c'est vrai que Heil, c'est un très mauvais son de nom, c'est le Heil Hitler, mais le Heil, c'est l'aura personnelle du chef dans ces tribus germaniques. Le chef, c'est le chef. Le chef, c'est un Dieu. Donc il se dit, mais est-ce que je peux, moi, vis-à-vis de mon peuple, changer de Dieu? Imaginez qu'on vous dise demain matin en France, à partir de demain, notre lieu, c'est Shiva. Voilà, et on élimine tout le reste. Ça va être compliqué quand même. Mais lui, c'est de ce niveau-là. Donc il est fidèle à ses dieux, il y croit. Il a été élevé comme ça, son père y croyait, son grand-père y croyait. La puissance de ces dieux, elles lui ont donné des victoires, pas beaucoup. Il n'a pas été tué encore. Donc il y croit encore. Et puis il a surtout peur de la réaction de ses francs. Mais que va dire mon peuple? Que va dire mon peuple? Est-ce que mon peuple va me suivre? Donc beaucoup d'interrogations. Et bien entendu, on ne peut pas exclure, ça c'est mon hypothèse, qu'il ait eu la tradition arienne. Je vous ai expliqué tout à l'heure que c'était vraiment la religion qui pouvait être la plus proche en termes de compréhension de ce que lui savait de ses dieux. Finalement, il cède, et on va le baptiser, forcément. Quelle date? Et là, vous trouvez toutes les dates dans toute la littérature, aussi loin que vous puissiez remonter.
Les plus enthousiastes vont dire « il a gagné, il a fait un serment, on le baptise ». Sauf qu'à l'époque, les évêques étaient très sourcilleux sur le baptême. Et on ne donnait le baptême qu'à des gens dont on est sûr qu'ils avaient la foi. Donc ça ne pouvait pas se faire en 2 mois. Nécessairement, il a fallu qu'ils suivent ce qu'on appelle un catéchuménat, c'est-à-dire une éducation religieuse, et qu'on s'assure qu'il avait la foi. Donc il va passer petit à petit entre les mains de tous les évêques de Sainte-Geneviève, qui vont, alors selon ce que vous voulez, selon ce que vous pensez, et sans choquer personne, l'enseigner et l'amener à la foi, ou lui mourir le crâne. Pourquoi je mets 506? Parce qu'il y a des historiens sérieux, hein, parce que je ne dénigre absolument pas le travail des historiens, c'est sérieux parce que c'est étayé, qui disent que le baptême a pu avoir lieu jusqu'en 506. Parce que dans un courrier d'un évêque à Clovis qu'on a, l'évêque évoque une bataille de Tolbiac. Mais il semblerait qu'il y ait eu 2 batailles de Tolbiac, une en 496 et une autre effectivement dans les années 504-505. Mais rien n'est précis, ce sont toujours des analyses d'érudits qui, à part des textes latins, de la façon dont c'est rédigé, déduisent que j'ai pas cette connaissance-là, donc je ne tranche pas. Si, je tranche parce que moi, j'ai considéré qu'à moins de 3 ans, le catéchuménat, c'était pas possible, et que donc 99, d'autres historiens le pensent, pouvait être la plus vraisemblable. Donc Vaste, Saint Vaast, c'est l'évêque de Nancy, Vaast, Rémy, Geneviève, et bien sûr sa femme. Ah ben oui. Ben oui, mais qu'est-ce que t'attends? Tu me l'as promis, je te rappelle, tu me l'as promis. Vous imaginez, ton gâteau au petit déjeuner. Alors, tu me l'as promis, tu dis. La cérémonie à Reims, pardon. Vous vouliez poser une question? C'est le nom de la carte de 65. Et bien voilà, vous savez pourquoi? Simplement parce qu'on le retrouve dans la vie. Je ne savais pas. Reims, avec Léonard, mais avec toute l'incertitude que j'ai évoquée tout à l'heure, Léonard était-il vraiment là? A-t-il existé? Mais on va dire, moi ça me fait plaisir, parce que je suis limousin avec Léonard et limousin, donc avec Léonard. Et 3000 fidèles francs. Là aussi, image, impossible. Le baptême se fait par immersion, le 25 décembre. Vous imaginez la température de l'eau dans le baptistère de Reims? Il n'est pas resté 30 secondes dans l'eau, à mon avis. Il est rentré, il est sorti. Il n'en pouvait plus. Et vous imaginez même 5 secondes, 3000 fois 5 secondes, à la queue, un 25 décembre? Impossible. Donc il faut le voir, il avait certainement autour de lui quelques instructions, quelques fidèles qui l'ont suivi dans la démarche et qui se sont fait baptiser. On peut imaginer 10, 15 baptêmes, sans problème. Par contre, les 3000, il est très possible qu'il y ait eu 3000 baptêmes, à peu près au même moment, mais chacun dans sa circonscription, chacun avec son évêque, chacun dans son église. C'est pas possible simultanément, contrairement à ce que représentent certaines images de certains peintres. On ne peut pas imaginer techniquement 3000 baptêmes à Reims par Rémy le 25 décembre 496 ou 506. Des images aussi que vous rencontrez partout, et bien d'autres. Allez chercher dans tous les ouvrages d'art et les ouvrages d'histoire, vous trouverez des tas d'autres images. Et bien entendu, là, alors là, je ne le reprends pas du tout parce que je ne suis pas. Ça m'intéresse. Enfin, je ne marche pas. La colombe qui, au moment du baptême de Clovis, a apporté la petite ampoule de Saint-Crème pour que Clovis soit baptisé. Alors ça fait partie des miracles. Des miracles, il y en a à foison à cette époque-là. Bien, bien plus qu'on a aujourd'hui. Mais les gens y croyaient. Hein. Il suffit de voir les pèlerinages qui sont passés notamment à Tours, sur le tombeau de Saint-Martin, qui était le premier pèlerinage. C'était considérable. Considérable. À Saint-Hilaire, à Poitiers. Et puis partout, il y avait des saints à Nancy. Alors Saint-Vaast n'était pas encore saint à l'époque. Mais on était saints dès sa mort. Hein. La plupart des évêques, tous ceux que je vous ai cités, ils sont tous saints. Saint-Prince, Saint-Rémy, Saint-Vaast, Saint-Césaire, Saint-David, prenez-en des autres. Je dirais un mot sur un autre saint qui interroge. Donc il est baptisé. Il est fort, il est baptisé. Bon. Ses fils sont baptisés, il est baptisé, bon, il ne reste plus que les Burgondes, il faut qu'il aille mettre la pâtée aux Burgondes, il l'a promis à tout. Donc il y va. Ça tombe bien parce que Godet-Gisil, le frère de Gondebaud, un des 2 rois burgondes, puisqu'il co-règne en Burgondie, Godet-Gisil l'appelle, et il l'appelle, alors pas coup de téléphone, hein, toujours 3 semaines pour y aller, 3 semaines pour revenir, etc. Donc on va se battre l'année suivante si on se bat. C'est très long, en temps de réflexion.
l'appelle en disant Gondebaud veut ma peau. Alors, Godégisile, il est à Genève, Gondebaud, il est à Lyon. Et Gondebaud, il en a marre de partager le pouvoir avec son frère Godégisile, donc il se dit à un moment donné ça va bien, Godégisile, j'en veux plus, je vais aller le massacrer. Godégisile appelle Clovis en disant je te rappelle que tu es mon neveu, puisque tu as épousé ma nièce, dit-il, donc tu viens à mon secours, histoire de famille. Ça arrange beaucoup Clovis, qui y va, il fonce. Et ils prennent en tenaille de Genève et de Soissons, ils prennent en tenaille Gondebaud. Gondebaud, là, il ne peut pas résister, il descend la vallée du Rhône, il se réfugie à Avignon. À Avignon, on fait le siège. Ah, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et Clovis, il se dit, mais je ne peux pas rester comme ça 2 ans, 3 ans hors de mon royaume, je vais me faire prendre ma place. Donc les Visigoths vont en profiter pour me conquérir. Donc il faut que je remonte. Donc il s'en va. À force d'ambassadeurs, on finit par trouver un pacte. Gondebaud accepte de se cantonner à Lyon, de payer un tribut et de se retirer de la royauté et de laisser la place à Godégisile, qui lui va rester et revenir à Genève, mais conquérir, y compris Avignon et tout le reste. Et Clovis, il me rend en compensation un petit bout de terrain vers Autun, Auxerre, enfin, dans ces points-là. Tout est bien. Sauf que Gondebaud, une fois que Clovis est parti, qu'il a retiré ses troupes, traîtrise, il recommence. Il recommence. Et ce coup-là, il va gagner. Il va effectivement aller poursuivre son frère jusqu'à Genève. Son frère va descendre la vallée du Rhône, il va faire le même schéma, mais il va se faire attraper, et il va se faire massacrer, et Gondebaud va rester seul, roi des Burgondes. C'est à nouveau un échec pour Clovis. Il n'a pas réussi à conquérir, il fait la paix. Bon, alors, j'ai pas pu conquérir les Visigoths, j'ai pas pu conquérir la Bretagne, j'ai battu les Allemands, mais j'ai pas conquis leur victoire, leur territoire. Là, j'ai plus que les Visigoths. Hein. On va essayer de ce côté-là. Alors, il a fait un pacte, un nouveau pacte de non-agression avec Gondebaud. Donc, il va lui envoyer un messager en disant j'attaque, j'envisage d'attaquer les Visigoths, donc tu restes tranquille, on est d'accord. Je te rappelle que je suis ton neveu par alliance, donc tu ne bouges pas. Il y a 2 alliances matrimoniales, puisque lui, il a épousé Clotilde, et Thierry a épousé la fille de Sigismond, Sigismond étant le fils de Gondebaud. Donc, c'est des liens de famille serrés. Avec les Visigoths, il a un pacte de non-agression. Les Visigoths ont tenté plusieurs fois de franchir la Loire, il les a repoussés, mais c'est des petites escarmouches. Il a fini par avoir un pacte de non-agression, convenir de la libre circulation des pèlerins vers Tours, d'où qu'ils viennent, que ce soit de Burgondie d'ailleurs, et il faut qu'il arrête de persécuter les évêques, sous-entendu catholiques, pour mettre à la place des évêques ariens. Donc le pacte est signé. Avec les Ostrogoths, il a un lien. Donc il dit à Théodoric, tu ne bouges pas. Hein. Il a une alliance avec Sigebert le Boiteux, bien sûr, puisque c'était le père de sa première épouse et qu'il a gagné les Alamans avec lui, et avec l'empereur d'Orient, Anastase. Anastase, qui reconnaît Clovis comme soldat romain, comme général romain, comme maître des territoires qu'il a conquis, et qui est très content que Siegfried ait été éliminé. Alors il se méfie quand même. Et il va y avoir un immense ballet diplomatique. Théodoric va entrer en jeu. Théodoric est lié aussi aux Visigoths. Il a une de ses filles qui a épousé un Visigoth. Donc toutes ces familles, c'est comme nos familles princières au XVIIe, XVIIIe siècle, ils se marient tous entre cousins, etc. Ils sont tous liés. Donc Théodoric ne veut pas de cette guerre. Il a peur. Il se dit, si Clovis gagne, il va être trop puissant, trop de territoire, trop d'hommes, et un jour ou l'autre, il va vouloir m'attaquer. Donc il y a un balai diplomatique, un échange de lettres, dans ça prend du temps. Hein. Envoyer une lettre de Rome à Soissons, il faut du temps. Donc, on va échanger des lettres, rien n'y fait. On défie les Burgondes, les Visigoths, bataille de Vouillé à Poitiers, en 506, victoire, nette et sans bavure, et les Visigoths sont repoussés jusqu'en Espagne. Anastase, l'empereur, Clovis tu avais dit, tu envoies des vaisseaux et tu attaques Théodoric par l'Adriatique, de toute façon, il envoie ses troupes vers l'Adriatique, comme ça il ne m'embêtera pas, je serai tranquille de ce côté-là. Ce que fait Anastase, l'empereur d'Orient. Donc, Anastase n'avait pas compris que si Clovis gagnait, les Visigoths allaient au sud, et l'Espagne à l'époque était encore aux mains des Romains. Donc ils vont perdre l'Espagne.
mort d'Alaric II, le fils d'Alaric Ier. Et du coup, je suis maître de tout ça. Et il dit à Clodéric, qui est le fils de Sigebert de Pologne, tu sais, ton père, il est un peu vieux, il ne veut pas lâcher la couronne, ça serait bien que tu l'aides un petit peu. Clodéric, oui, oui, d'accord. Et après, tu régneras sur tout le nord, enfin, voilà. Hein. Clodéric y va, et Clodéric, qu'est-ce qu'il fait? Il assassine son père, sur le conseil de Clovis. Et Clovis, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il envoie 2 sicaires, et devant le peuple, il fait accuser Clodéric de parricide, ce qui est vrai. Et il dit au nom de Clovis, Clodéric ne mérite pas de vivre, et on tue Clodéric. Et Clovis s'empare de toute la partie nord de l'Allemagne, de la Tondre, de la Thuringe, etc. C'est comme ça qu'il a conquis le royaume de Pologne. Pas trop difficile. Et quand il remonte jusqu'à Tours, parce qu'à Tours il veut remercier Saint-Martin de ses victoires, il est nommé patrice, consulat honoraire, patrice de l'Empire romain, c'est le plus haut grade, la plus haute distinction, et il reçoit des parts de l'empereur, la toge, le sceptre, théoriquement c'est un aigle, c'est pas une fleur de lys, et la couronne dorée. Et il est vraiment reconnu comme le plus puissant. Alors Clovis est un conquérant, voilà au départ, voilà à sa mort ce que ça donne. C'est bon, c'est pas le grand conquérant qui a conquis toute l'Europe comme on le montre souvent. Il a conquis des territoires, mais on est loin de la France. Conquérant, converti, baptisé, législateur, pas de problème. Mais il n'est pas sanctifié. Je vous ai dit tout à l'heure que tous les grands personnages sont sanctifiés. Il s'est converti, il s'est fait baptiser, il a combattu les hérétiques. Il n'est pas baptisé. Sigismond, fils de Gondebaud, va, sur l'instigation de sa femme, qui est la fille de Théodoric, va tuer son propre fils. Parce que la femme du Sigismond va lui dire, ton fils, il veut ta place, il veut être roi des Burgondes avant que tu meurs. Il a tellement peur qu'il va tuer de sa propre main son fils Sigismond. Pardon, son fils Sigismond va tuer de sa propre main son fils. Sigismond sera sanctifié, saint Sigismond. Alors si on fait la liste, effectivement, on peut se dire que les évêques, et ça vous trouvez si vous prenez dans mon 2e tome, je fais le dialogue des évêques, est-ce qu'on le canonise ou est-ce qu'on le canonise pas? Mais quand on fait la liste des crimes qu'il a commis lui-même ou fait commettre sur son ordre, on peut comprendre que les évêques aient eu des doutes sur sa foi. Et en tout cas, est-ce qu'on peut canoniser un homme qui a autant de morts sur la table? Et après, ben, il a 4 fils. Clodomir, roi d'Orléans, Childebert, Paris, Clotaire, Soissons. Thierry, roi de Reims. Vous voyez le découpage, les couleurs ne sont pas trop tout à fait visibles, et vous voyez que là, il y a un petit bout de royaume, et là, il y a un autre petit bout de royaume. C'était pas la peine d'être très, très intelligent pour dire que ça peut mal se finir, forcément. Donc ils vont se battre, il n'en restera qu'un. Alors, vous êtes de Soissons, vous devez le savoir. Clotaire, qui va réunifier à la mort de ses frères, et ça ne va pas se faire doucement, ils ne vont pas mourir dans leur vie. Il va réunifier le royaume des Francs, et à sa mort, qu'est-ce qui se passe? Clotaire, il a 4 fils, comme Clovis. Et on recommence, le petit-fils de Clovis. Donc l'héritage, c'est les 4 fils, le petit-fils de Clovis, le troisième tome, les petits-fils. Et après, les rois vont se succéder à force de s'assassiner tellement vite que il y a un roi, il aura 3 mois quand il va être élevé à la royauté. Qui va régner à sa place? Sa mère, Frédégonde. Mais en face, il y en a une autre. Bruno. Et pendant 40 ans, parce que Frédégonde a fait assassiner Galswinthe, qui est la sœur de Bruno. Bruno est la femme de Sigebert. Galswinthe était la femme de Chilpéric. Ils étaient frères. Quand il a eu tué sa femme, il a épousé sa maîtresse, Frédégonde. Bruno n'a jamais pardonné à Frédégonde, et pendant 40 ans, ces 2 femmes vont mettre à feu et à sang le royaume et faire s'entretuer les cousins, petits cousins, etc. Jusqu'à ce que, le crépuscule de Clovis, les mères du palais disent, bon maintenant votre plaisanterie, ça suffit, les femmes dehors, et on prend le pouvoir. Et c'est de là que vient la dynastie Pépin de, j'ai fini, Pépin de Landève,
Pépin de Herstal, Charles Martel, Pépin le Bref, sacré roi des Francs en 751, ici, à 60. Et après, Pépin le Bref, Charles. Donc ça, c'est toute la dynastie des Carolingiens. C'est la nouvelle tétralogie que je suis en train d'écrire. Je vous remercie. Je vous pose des questions parce que j'ai l'impression que j'ai besoin de la salle. Ouais. Non. Alors, si vous voulez des questions, je peux y répondre aussi à mon stand là-bas. Je vous écoute, monsieur. Une question. Allons-y. De quoi est mort Clovis? On ne sait pas. On ne sait pas. Il n'est pas mort assassiné, sinon ce serait dans les écrits. Il n'est pas mort empoisonné. Il n'est pas mort sur le champ de bataille parce qu'on saurait, parce que c'était glorieux pour être sur le champ de bataille. Donc on ne sait pas. Il est mort. Ce qui fait que comme le premier roman, ce sont les mémoires, je fais parler à la première personne, à la fin du roman, puisqu'il est mort, ça arrête en peu de procès. À une date, il y a peu de roman. Merci.